Au début des années 1990, mon père, le pasteur Robert Cook, avait plus de 80 ans. Et j'ai pu, avec les moyens vidéo de l'époque, enregistrer le témoignage d'un résistant de la première heure. C'est un document brut qui peut apporter un éclairage nouveau aux générations futures sur un exemple vécu de la résistance dans un petit village du Tarn entre 1940 et 1945. Je suis arrivé dans la résistance comme beaucoup, c'est-à-dire que après la guerre 39-40, quand j'ai été démobilisé, je suis arrivé dans ce petit village de Vabre, où j'étais pasteur, et j'avais entendu l'appel du 18 juin de Gaulle. Je n'étais pas du tout d'accord avec Pétain et avec tout ce qui avait été fait, la défaite et tout cela, ce qui fait que je me posais un certain nombre de questions, me demandant comment on pourrait peut-être résister. Mais l'appel du 18 juin, tu l'as entendu comment? Je l'ai entendu directement quand j'étais à la fin de la guerre, en 39-40, j'ai fait la guerre à Villeneuve-Loubet, et c'est là, à Villeneuve-Loubet, que un soir du 18 juin, enfin, nous avons entendu l'appel de Gaulle. Et d'ailleurs, avec le lieutenant là, de ma compagnie, nous étions demandé si on ne pourrait pas rejoindre Londres. Seulement, il y avait un bateau à Nice qui partait sur l'Angleterre, mais nous l'avons raté, ce qui fait que nous n'avons pas pu y aller. Et alors, j'ai été démobilisé. Ouais, mais c'était rare, il y avait peu de monde qui l'ont écouté, cet appel. Il y avait... Oui, mais enfin, il y a eu quand même un certain nombre de personnes qui l'ont entendu. C'est-à-dire que nous étions quand même un petit peu branchés par le fait que c'est assez curieux, parce qu'à Villeneuve-Loubet, nous étions dans la propriété de Pétain. Et alors, nous avions entendu un certain nombre de témoignages sur Pétain, et ça ne nous avait pas plu, quoi. Alors, ce qui fait que nous n'étions pas tout à fait d'accord, quoi. Voilà. Mais les gens écoutaient Londres. Alors là, ce sont des militaires. Nous étions dans l'armée et on était dans un petit café en face là, et c'est à ce moment-là qu'on a entendu un petit peu par hasard, quoi. Un petit peu par hasard. Ah oui, tout à fait. Et dans les cafés, ils écoutaient ça comme ça. Café, on a entendu ça, mais enfin, beaucoup n'ont pas pris ça comme quelque chose d'important, quoi. Et ça, c'était en juin 40. Alors c'était en juin 40. Ça. Et puis ensuite de quoi, t'es revenu à Vabre. Alors en juillet 40, nous avons quitté la côte pour aller un peu à l'intérieur, du côté de Apt, et c'est là où nous avons été démobilisés. Et puis? Et alors là, je suis arrivé à Vabre où ma femme était là avec mes enfants. Et j'ai repris le ministère que j'avais laissé presque un an avant. Et alors, à Vabre était un petit village dans la montagne du Tarn, à 30 km de Castres. Et là, j'ai l'impression que j'étais à peu près le seul à ne pas être tout à fait d'accord avec ce qui s'était passé, la débâcle, l'armistice, le gouvernement de Pétain, etc. Je ne discutais pas trop avec les gens parce que je sentais que nous n'étions pas d'accord, en particulier avec mon beau-père qui était pasteur à Castres et qui, lui, avait été soldat sous Pétain, et Pétain était pour lui resté un général particulièrement valeureux, et il fallait surtout pas l'attaquer. De telle sorte que quand on commençait à en parler, moi je m'arrêtais en général pour ne pas avoir de discussion avec mon beau-père. Et ceci est arrivé à beaucoup. Je disais tout à l'heure que, en effet, il y avait peut-être pas beaucoup de gens qui avaient reçu le message de Gaulle en juin 40, ou bien qui n'avaient pas pris une position très ferme. Et en 1942, eh bien, il y en a beaucoup qui ont commencé à prendre des positions très fermes. Et je pense en particulier à mon beau-père,
qui croyait à Pétain en 1940, mais en 1942, il avait complètement lâché parce qu'il n'admettait pas ces rafles contre les Juifs, et au contraire, il avait fait beaucoup pour essayer d'aider les Juifs qui étaient à Castres dans la région. C'était une opinion parmi d'autres, quoi, c'est tout. Quand est-ce que cette opinion... J'avais pas du tout l'intention de faire une action quelconque, quoi. C'était simplement une opinion, j'étais là et je disais ça, je trouve que cette débâcle, je trouve que cette façon de s'aplatir devant les Allemands, et en particulier devant le nazisme, n'est pas normale. Maintenant, il faut dire que j'avais quand même, au cours des années précédentes, entendu parler de la résistance des protestants en Allemagne, et en particulier de cette église professante d'Allemagne, parce que Hitler avait voulu mettre la main sur l'église protestante d'Allemagne, et un certain nombre de ces protestants avaient réagi, avaient résisté, et avaient fondé ce que l'on a appelé l'église professante d'Allemagne. C'est par l'église que tu avais une information supplémentaire? C'est ça. Alors là, je savais ce qui se passait en Allemagne au point de vue du nazisme, et en particulier au point de vue de ce que les nazis voulaient faire sur la population allemande. Sur la population allemande, mais on parlait des Juifs à l'époque? Et on commençait à parler des Juifs, parce qu'il y avait eu quand même en Allemagne déjà un certain nombre d'actions contre les Juifs. Parce que là, nous étions quand même assez au clair sur l'affaire, étant donné que Hitler avait donné quand même des précisions en disant qu'il fallait que ce soit les Allemands, la race pure, et par conséquent toutes les autres races n'étaient pas pures, la race juive n'était pas pure, et par conséquent il fallait l'éliminer. Bon. Et pour les protestants, il fallait aussi, et en particulier, il demandait que les protestants ne gardent plus l'Ancien Testament qui parlait des Juifs. Ah d'accord, ça allait jusque-là? Ah oui, ça allait jusque-là. Et c'est pour ça qu'ils voulaient avoir une église nationale allemande qui était une église pure. D'accord. Et c'est pour ça que les autres avaient quand même fait une église protestante. Une église protestante, oui. Ah. Mais l'église catholique a été aussi touchée, quoi, par le nazisme. Mais beaucoup moins, quoi. Ils avaient... Et alors, en Allemagne, il y avait eu un certain nombre de directions protestantes qui avaient accepté Hitler, et d'autres qui ne l'avaient pas accepté. Mmh. Et puis pour toi, alors, bon, toutes ces informations, ça a fait quoi? Enfin, alors tout cela a fait que j'étais dans un certain état d'esprit, quoi, qui était cet état d'esprit dans lequel je suis arrivé en 1940, enfin fin 1940, et puis 41, enfin on a vécu comme ça, il n'y a pas eu de choses spéciales. Et puis alors c'est à partir de 42 que alors là les choses se sont précisées, parce que il y avait eu une organisation protestante qui s'était organisée, la CIMAD, pour s'occuper des réfugiés, et en particulier des réfugiés politiques. Et c'est ainsi que la CIMAD, avec Madeleine Barrault, avait un groupe de jeunes filles qui travaillaient dans les camps de réfugiés, le camp de Gurs en particulier, qui était dans les Pyrénées. Qui était dans les Pyrénées. Et alors... Et toi, tu y allais? Non, je n'y suis pas allé, mais j'ai eu... nous avions quand même des contacts avec Madeleine Barrault, parce que nous avions déjà reçu, avant la guerre, des enfants espagnols qui avaient été réfugiés, et nous les avions reçus à Vabre. Alors, Madeleine Barrault m'a demandé si on ne pourrait pas recevoir à Vabre aussi des gens qui pourraient faire sortir de ce camp de Gurs, et en particulier des jeunes filles. Et alors là, c'est avec la cheftaine Ruland, qui était une cousine de ma femme à Castres, que nous avons organisé, je dirais, le premier élément de la résistance. C'est-à-dire que
nous avons répondu à Madeleine Barrault que nous pouvions recevoir une trentaine de filles venant de Gurs, qui étaient des filles catholiques, allemandes, juives, et pas catholiques, qui étaient des juifs. Des jeunes filles juives allemandes, et qu'elles avaient pu faire sortir de Gurs, mais il fallait les placer quelque part avant de pouvoir les envoyer en Suisse ou ailleurs. Et alors, nous avons organisé avec cette demoiselle Ruland, nous avons organisé un faux camp d'éclaireuses au-dessus de Vabre, à Rennes. Et là, Mademoiselle Ruland est arrivée pour recevoir ces 30 jeunes filles juives allemandes. Alors évidemment, pour Vabre, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire parce que très souvent à Vabre, on avait reçu des camps d'éclaireurs, d'éclaireuses, etc. Mais il y a eu quand même un certain nombre de choses qu'il fallait faire parce que c'était quand même pas très, très facile. Elles n'étaient pas du tout des éclaireuses. Alors on avait pris 6 ou 7 costumes d'éclaireuses à Castres pour le donner aux filles qui descendaient à Vabre pour faire par exemple les commissions, pour montrer qu'elles étaient des éclaireuses. Et ça, c'était pour montrer au village, il n'y avait pas d'allemand encore. C'était pour montrer au village. C'est ça, pour montrer aux gens du village, quoi. Oui, pour se montrer aux gens du village. Mais il n'y avait pas d'allemand encore, il n'y avait pas de... Ah non, il n'y a jamais eu d'allemand en stationnement à Vabre. Ils sont rentrés en 1942 à Castres. Et en 1942, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu les rafles contre les Juifs. Et en particulier, il y a eu des rafles, non pas à Vabre, mais au-dessus de Vabre, à la Cône. Et heureusement qu'il n'y a pas eu de rafle à Vabre, parce qu'il y avait quand même un certain nombre de familles juives qui étaient réfugiées à Vabre. Mais alors là, on s'en occupait un peu parce qu'elles n'avaient pas grand-chose à manger, etc. Mais enfin, elles étaient venues toutes seules. Je ne sais pas par quelle filière elles étaient arrivées à Vabre. Il y avait aussi une famille anglaise qui était à Vabre et qui se cachait. Alors pour revenir à ce camp de jeunes filles juives, ça marchait très bien. Et puis un jour, je reçois la visite alors de Mademoiselle Ruland, la chef-tête, qui me dit, vous savez Robert, je ne sais pas, mais je suis très angoissé parce que les gendarmes sont venus hier et ils nous ont posé des questions. Alors il ne faudrait quand même pas, nous qui voulons sauver ces filles, de les lancer dans la gueule du loup. Et alors c'est là où il s'est passé une chose à peu près, vraiment très extraordinaire, c'est que nous étions deux à Vabre à savoir ce qu'était ce camp. Il y avait le maire et moi. Le maire c'était M. Gourc, Pierre Gourc, qui était notaire, un homme de grande foi, de grande confiance, et lui je l'avais mis dans la... je lui avais dit ce qui se passait. Alors j'ai été le trouver pour lui dire voilà ce qui se passe, qu'est-ce que vous en pensez? Et alors lui a fait ni une ni deux, il a dit bon ben écoutez, puisque les gendarmes sont montés, on va interroger les gendarmes. Et il a pris le téléphone, il a téléphoné au brigadier pour lui dire ben, venez dans mon bureau, monsieur Cook est là, nous avons quelque chose à vous dire, etc. Et alors là, c'est là où nous sommes lancés à l'eau, tous les deux, en expliquant que ce camp c'était des juifs, etc. Le brigadier avait fait la rafle de la Cône et il était revenu complètement peiné de penser qu'on lui avait demandé une chose pareille, etc. Et alors quand on lui a dit ça, il s'est levé, il nous a serré la main en disant « mais je suis avec vous, je veux vous aider ». Et depuis ce jour-là, le brigadier Land a été un des meilleurs, des meilleures aides que nous ayons eues à Vabre, non seulement pour les juifs, mais aussi pour les jeunes du maquis, dont nous allions commencer d'ailleurs l'œuvre juste quelques mois après. Parce que comment ça s'est passé alors? au début mars, il y a eu le STO, c'est-à-dire le service du travail obligatoire. Et un certain nombre de jeunes ont été appelés à faire ce service obligatoire. Ces jeunes étaient des routiers, c'est-à-dire des éclaireurs unionistes. Et comme moi je m'occupais, j'étais
commissaire régional routier pour la région de Toulouse, plusieurs, recevant cet ordre de départ, se sont demandé si ils partaient ou bien s'ils pouvaient rester. Et s'ils pouvaient rester, qu'est-ce que l'on pouvait faire? Où est-ce qu'ils pouvaient se cacher? Et alors ils sont venus nous voir, et alors nous avons eu un camp routier au-dessus de Vabre, où toute la soirée, on a passé la soirée à discuter, parce que c'était quand même une grande responsabilité à prendre, ça, de ne pas répondre au service obligatoire. Mais ton idée, toi? Ah, mon idée, c'était de ne pas y répondre, quoi. Il fallait absolument se cacher et ne pas partir. Alors, moi, je leur ai fait 3 propositions. Je leur ai dit, voilà, il y a peut-être 3 manières de pouvoir s'en sortir. Ou bien de trouver des maisons complètement abandonnées et complètement sauvages dans lesquelles vous pourriez vous installer. Personne ne saurait que vous seriez là, à part 2 ou 3 personnes qui viendraient vous apporter de la nourriture, etc. Ça, c'est vraiment le maquis. Et puis alors, la deuxième proposition, ce serait de placer les jeunes dans des fermes. Or, tout autour de Vabre, nous avons un grand nombre de paroissiens qui ont des fermes et qui pourraient peut-être vous prendre pour... vous feriez un peu un travail et puis vous seriez à l'abri. Et puis la troisième solution, et je pensais là à ce moment-là à des étudiants qui étaient en particulier les étudiants de Bordeaux et de Toulouse, qui disaient nous voulons bien venir, seulement ça nous embête d'arrêter nos études, de ne plus travailler, enfin, etc. Et alors là, perdu dans les maquis, on ne pourra pas, dans les fermes, on ne pourra pas. Alors nous avions loué une maison ou 2 à Vabre, où ils habitaient là, alors, et ils pouvaient quand même travailler. Et voilà comment on a organisé la venue de ces jeunes. Et alors, il en est venu de Mazamet, il en est venu de Toulouse, il en est venu de Bordeaux, il en est venu de Paris, il en est venu d'un peu partout. Et fin 43, début 44, eh bien, nous avions là déjà un groupe de 100 à 200 jeunes qui étaient cachés. Et comment ça s'organisait? Qui c'est qui leur donnait à manger et tout ça? Eh bien, ceux qui étaient vraiment dans le maquis, nous leur apportions toutes les 2 nuits la nourriture dont ils avaient besoin. En particulier, ça c'est le groupe de la Cour Égée, où il y avait 2 paires de jumeaux et puis 2 autres jeunes. Ils étaient 6, là, 8, à vivre vraiment perdus. C'était à la Jasse. Et ils ont vécu pendant 6 mois, personne ne savait qu'ils étaient là. Et puis alors les autres, eh bien, mangeaient dans les fermes, puisqu'ils étaient dans les fermes. Et ceux qui étaient à Vabre, alors, faisaient leur repas tranquillement. Oui, mais qui c'est qui leur payait la nourriture? C'était eux qui se payaient? Ah, c'était eux. Ah oui, oui. Ah. Non, ils étaient en général des jeunes de famille qui pouvaient quand même leur apporter l'argent dont ils avaient besoin, parce que s'ils avaient été chez eux, ils auraient dépensé, quoi. Donc ça s'est organisé comment? Enfin, là, c'était une résistance passive, en fait. Alors là, c'était la résistance passive, et ça a été ma résistance, parce que c'est ce que j'ai fait, moi. Je recevais les jeunes, je les plaçais, je les nourrissais, enfin, j'allais apporter leur nourriture, j'allais toutes les 2 ou 3 nuits, je leur apportais ce dont ils avaient besoin pour vivre. Ça a été ma résistance passive, la mienne. Seulement, au bout d'un certain temps, quand même, on parlait déjà de résistance active, de résistance militaire, parce que il est arrivé dans le Tarn le commandant du noyer de Soulonzac, qui était un commandant d'active et qui avait dirigé l'école de cadre d'Uriage, une école de cadre qui dépendait du gouvernement Pétain. Mais justement, ce commandant n'était plus d'accord avec avec Pétain et avec son gouvernement, et ayant su, en particulier le chef de secteur qui était à Vabre,
Guy de Rouville, ayant su que Dunoyer de Segonzac était là, et ils se sont arrangés, enfin ils ont fait appel à lui pour organiser alors ce maquis du point de vue militaire. Alors à ce moment-là, on s'est mis en rapport avec Londres, avec Alger, et puis à ce moment-là est arrivé aussi, il faut dire, à Vabre, les éclaireurs israélites, avec leur chef qui s'appelait Gamzon, et qui s'était réfugié d'abord dans la plaine du Tarn, du côté de Lautrec, et qui était monté ensuite dans la montagne du Tarn, et ils avaient formé un certain nombre de maquis juifs. Autour de la case, autour de Vabre, et il y avait donc ces maquis juifs, et puis il y avait ces maquis qu'on pouvait appeler des maquis protestants, parce qu'il y avait beaucoup de protestants qui étaient là, mais enfin qui existaient donc autour de Vabre. Et alors le commandant Dunoyer de Segonzac a pris ça en main, ayant été en rapport avec Londres et avec Alger. On a demandé qu'il y ait un envoi d'armes, et c'est ainsi que petit à petit on a organisé militairement alors les maquis. Et toi, t'en faisais partie? Alors à ce moment-là, moi j'en faisais partie plus ou moins parce que je connaissais tous, et au début j'étais l'aumônier de ce maquis. Seulement c'est à ce moment-là qu'est arrivé alors le pasteur Jean Cadier, le professeur Jean Cadier, qui est arrivé de Montpellier. Il avait été recherché par la Wehrmacht, il avait recherché à Montpellier, il s'était sauvé, et il était venu dans sa ville natale, puisque Vabre, il était né à Vabre, il est revenu à Vabre. Et alors, quand il a été là, je lui avais demandé d'être l'aumônier du maquis, parce que moi je m'occupais quand même continuellement de ma paroisse, et moi j'ai fait donc partie de ce comité de choses, mais je ne faisais quand même pas la formation militaire, quoi. Bon. Et alors, ces maquis sont devenus donc, au point de vue militaire, des choses importantes. Nous avons eu souvent du ravitaillement au point de vue des armes qui nous étaient parachutées. Le terrain de parachutage se trouvait dans la région entre Vabre et Viane et au-dessus de la case. Et alors là, nous avons reçu des armes, et nous avons reçu même un commando d'Américains, une douzaine d'Américains qui avaient été parachutés là. Et alors c'est justement le soir même ou le lendemain de ce parachutage que nous avons été attaqués par les Allemands. Là, une colonne allemande était partie de Castres, justement, dans la montagne, et dans la nuit, ils avaient vu ces feux, parce que pour le parachutage, il fallait avoir des feux, et le matin, ils nous ont attaqués. Et alors, là, ça a été très grave, parce qu'il y avait un maquis juif qui était juste à côté, et ils l'ont complètement démoli, et il y a eu 7 morts là dans ce petit maquis juif ce soir-là. Et puis alors la colonne qui avait attaqué donc le terrain de parachutage est descendue à Vabre, et alors là à Vabre ils cherchaient, ils étaient d'ailleurs très bien renseignés, ils connaissaient très bien les choses puisqu'ils avaient des plans, et ils voulaient trouver le maquis, le PC du maquis. Heureusement que le maire dont j'ai parlé a fait la biette en disant je ne comprends pas ce que vous dites, enfin je ne vois pas ce que c'est, etc. Enfin, ils n'ont pas trouvé le PC, mais ils ont trouvé le garage dans lequel il y avait un certain nombre de voitures que nous utilisions, et en particulier j'avais ma moto qui était là, et ils ont brûlé le garage, et les voitures, les motos, etc. Mais, et puis alors c'est ce jour-là qu'ils sont venus, enfin il y a 2 Allemands qui sont venus frapper à ma porte. Moi je n'étais pas là, parce que ce jour-là nous avions une pastorale à Viane, et nous étions donc tous réunis à Vabre, à Viane.
Et alors en descendant par le petit train qui savait ce que nous pensions en général, puisque nous étions très en accord avec eux, nous a dit, le train s'est arrêté avant Varbres pour dire les Allemands sont dans Varbres, ceux qui ne veulent pas le voir, les voir, vous n'avez qu'à descendre. Et alors évidemment nous étions un certain nombre à descendre et à nous cacher dans les environs. Moi je suis allé juste en face de Varbres où il y a une montagne pour voir un peu ce qui se passait. Et alors chez moi, ces Allemands ont frappé, ma femme a ouvert, mais dès qu'elle a vu que c'était un Allemand, elle a refermé la porte avec énergie, et elle a pris ses deux filles, et elle est partie par derrière, en sautant quelques murs là dans les jardins, pour se sauver. Voilà. Les Allemands n'ont pas poursuivi, ils n'ont pas cherché à savoir où j'étais, et ils sont repartis. Alors ça, c'était un des événements tragiques de Varbres, parce qu'alors il y a eu d'autres événements tragiques, c'est-à-dire qu'à Varbres, il y avait le PC, mais il y avait aussi le magasin d'habillement, parce que petit à petit, on avait confectionné des costumes pour les maquisards, pour qu'ils puissent présenter, enfin, etc. Et donc, nous avions eu d'ailleurs un 14 juillet, nous avions fait une revue le 14 juillet à Pralon, qui avait été formidable. On avait réuni tous les maquisards là, et on avait fait vraiment une revue militaire sous les arbres de Pralon pour que l'aviation ne nous voie pas. Et il y a eu quand même des drames, un drame en particulier à Varbres, c'était un dimanche, c'était quelques jours après, deux ou trois jours après la venue des Allemands dans Varbres. Il y a eu deux automitrailleuses qui ont traversé Varbres. C'était un dimanche matin. Nous étions tous réunis dans le temple. C'était le pasteur Jean Cadier qui faisait le culte, qui faisait la prédication. Et par justement le téléphone du petit train, on a su que les Allemands avaient pris la direction de Varbres. Alors on a envoyé quelqu'un sur la place de Varbres en disant à tous les jeunes, fichez le camp, ne vous montrez pas parce que les Allemands peuvent arriver. Et alors il y en a deux qui n'ont pas entendu ou qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas voulu comprendre et qui étaient sur la route et qui se sont fait tuer. Parce que les Allemands tiraient à vue dès qu'ils voyaient des jeunes. Et ça juste au moment où nous étions au culte, et moi je garde encore le souvenir de ce cantique que nous chantions, qui était un cantique de confiance et d'espérance, et au moment où nous avons entendu les rafales de mitrailleuses. Et ce maquis donc a été organisé militairement. Il y avait donc Dunoyer de Segonzac qui était un officier d'active, et puis il y a eu plusieurs officiers d'active qui sont venus, et à tel point qu'on a pu quand même faire alors des actions militaires importantes, comme par exemple la prise d'un train blindé qui était à Mazamet, et la prise de Castres, la prise de Mazamet, et même on est allé un peu plus loin, on est arrivé jusqu'à Béziers. Mais alors on est revenu quand même à Varbres, on est revenu à Castres, parce que c'était là notre point d'appui, et c'est là que Dunoyer de Segonzac alors a formé, avec ce maquis, un régiment, le 12e Dragon, et c'est ce régiment qui est parti de Castres en voiture, en camion, en train, pour rejoindre la première armée de Lattre de Tassigny, à Autun et à Dijon. Et là nous avons été, et alors de là, Dunoyer de Segonzac m'avait demandé d'accompagner ce régiment, puisque c'est moi qui avais connu, enfin je connaissais tous les jeunes et tout cela, et ce qui fait que je me suis engagé comme aumônier militaire pour rejoindre la première armée. Alors en arrivant à la première armée, j'ai été nommé aumônier de la 14e division avec le général Salan, et alors nous avons fait toute la campagne des Vosges, la campagne de la Schlourte, et puis la campagne d'Alsace, en rentrant par Mulhouse, Colmar. Nous sommes restés plusieurs mois sur le Rhin à Fessenheim, et puis ensuite on est passé par Strasbourg,
on a traversé le Rhin au-dessus de Strasbourg, on a traversé la Forêt Noire pour arriver à Constance, et c'est là où l'armistice nous a trouvés. Oui, mais toi, quel est dans ton souvenir, ton souvenir de la résistance, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Pour la population? Oui, pour la population. Alors là, justement, à Vabre, la population n'était peut-être pas au début, en 1940, tout à fait pour. Ensuite, elle a petit à petit évolué, et puis quand les jeunes sont arrivés à Vabre, la population en général les a très bien reçus. Il n'y a pas eu s'il y avait eu un traître, le village aurait été complètement démoli, parce que on ne se cachait pas. Il y avait justement ton oncle Alquier Bouffard, qui était lieutenant et qui s'occupait du groupe de la police. La police était dans Vabre, en policier. Or, un petit village n'a pas une vingtaine ou une trentaine de policiers. Donc on aurait pu facilement le dire. Mais personne n'a fait d'actes de traîtrise et de dénonciation. Et alors, dans le maquis, il y avait cet état d'esprit d'éclaireur unioniste. Et peut-être qu'au début, ça faisait un peu bois scout, quoi. Ça faisait un peu maquis bois scout. Mais je pense que c'est cet état d'esprit qui a permis de donner à ce maquis cette allure qu'il avait, et qui n'était pas tout à fait ce que l'on a retrouvé ailleurs. Il y a un exemple très précis, c'est l'exemple, d'ailleurs avec les maquis juifs c'était pareil, parce que les maquis juifs étaient composés aussi d'éclaireurs israélites, donc on avait tous cette idée du scoutisme. Et il ne s'est pas passé dans ce maquis ce qui s'est passé dans d'autres maquis, où on m'a raconté qu'on avait tué, on avait assassiné, etc. des gens. Là, même un Allemand qui était venu se réfugier chez nous, et nous l'avions quand même reçu. Je voudrais dire à la fin quand même que j'ai parlé beaucoup de moi, tu m'as posé des questions personnelles, mais que je voudrais quand même dire, parce que justement, dans ce bouquin sur le maquis de Vabre, on parle beaucoup de certains personnages, en particulier Guy de Rouville. C'est vrai qu'il a été le chef de secteur, c'est lui qui a beaucoup organisé. On parle beaucoup alors du noyé de Segonzac, et puis des autres, mais ces autres, ils sont arrivés en 44 ou fin 44, enfin. Tandis que moi, je voudrais quand même signaler que, bon, j'étais peut-être seul au début, mais que très rapidement, j'ai été très aidé, très entouré, très aidé par des hommes comme le maire, là, Pierre Gourc, par l'adjoint au maire, les deux ou trois adjoints au maire qui s'appelaient Combe, et puis l'autre qui s'appelait Biot, le docteur Biot, et puis des hommes comme André Marchand, et qui était professeur et qui était là aussi, et d'autres personnes. Enfin, moi, je voudrais aussi rendre hommage à ma femme qui a tenu le presbytère pendant ce moment-là, en recevant des quantités de jeunes et en compromettant évidemment, parce qu'elle avait gardé aussi des quantités d'affaires, etc. Bon. Et je voudrais le signaler parce que ce sont des gens qui ont été quand même là pour nous aider au début dans la résistance. Mon père, le pasteur Robert Cook, reçut la médaille des Justes. Et pour plus de témoignages sur le maquis de Vabre, voici un site documenté.